Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Gürtner, le président de Forsy Power, pionnier français des batteries électriques qui vient d'entrer en bourse pour accélérer son développement. Avez-vous entendu parler de Veganuary, un mois de janvier sans consommer de viande? C'est le combat mené par l'association L214 et l'entreprise Not So Dark. Explication tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up que vous allez découvrir s'appelle TerraVox. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. Voilà, mobilité, alimentation, économie circulaire, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Christophe Gürtner, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de Forsy Power, vous l'avez créé en 2011. Quelle idée, quelle ambition de départ ? L'ambition en 2011, c'était de créer une entreprise au moment où l'Asie commençait à se convertir vers l'électrique. C'est d'apporter ce genre de solution qui n'était pas évidente en Europe, mais c'est d'apporter ce genre de solution en Europe et en France. Alors, quelle solution ? De quoi on parle ? Alors, notre métier, c'est de concevoir, de fabriquer des systèmes de batterie pour des véhicules lourds, bus, camions, trains, bateaux, ou pour de la mobilité légère, scooters, tricycles, etc. 10 ans après, vous en êtes où ? 10 ans après la création ? On a connu un long chemin, pas tranquille, mais enfin extrêmement fructueux et riche. On est parti, on était rien du tout, littéralement. Aujourd'hui, plus de 600 personnes. On est entré en bourse il y a 2 mois et on se développe dans le monde entier. 4 sites de production, Poitiers, la Pologne, l'Inde, la Chine, 62 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Si on jette un coup d'œil au marché mondial, c'est un marché mondial en très forte croissance dont on parle ? Exponentielle. Longtemps, c'est extrêmement compliqué. L'Asie se développait, l'Europe n'a pas bougé. L'Europe a commencé à se développer en 2017-2018. Aujourd'hui, c'est évident, vous l'entendez dans les médias tous les jours. Le marché croît à très grande vitesse. Aujourd'hui, le challenge, c'est plutôt d'avoir une capacité de production qui accompagne l'accroissement de la demande. Sur quel marché ? Pourquoi vous avez décidé de vous positionner sur ces marchés spécifiques ? Le marché de la voiture est saturé. Le marché des biens grand public, c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, le marché qui va se développer, c'est le marché des véhicules industriels. Je vous l'indiquais, les bus, les camions, les bateaux, les trains, mais également tous les véhicules de construction en centre urbain, les véhicules agricoles ou les petits véhicules de livraison. Ça, c'est le marché qui se développe. C'est un marché plus technique, il faut plus de valeur ajoutée. C'est notre ADN. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors en France, nos grands clients sont les fabricants de bus, Heuliez, Iveco. On est le premier fournisseur de bus en France, un des premiers en Europe, le leader en Angleterre, en Europe du Sud, dans d'autres pays. On a des clients en Asie du Sud-Est, en Chine. On se développe aujourd'hui énormément au Japon. Les grands fabricants de matériel lourd, de construction agricole au Japon sont nos clients et un certain nombre de clients américains dorénavant. C'est quoi le défi si on fait un gros plan sur un bus c'est quoi le défi technologique qui fonctionne avec des batteries électriques? Parce qu'il y a un problème de poids quand même sur ces batteries. Alors effectivement, aujourd'hui, on a résolu le problème du poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids, on est passé en dessous des seuils critiques. Donc aujourd'hui, le poids n'est plus un sujet. L'autonomie n'est plus un sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, on apporte une journée complète de service sans recharger. Le challenge aujourd'hui, c'est évidemment de réduire les prix. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une durée de vie qui est la plus longue possible. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser une batterie sur un bus 7-8 ans. 10 ans. Donc on a atteint un certain nombre de seuils qui rendent la solution évidente. Est-ce qu'il y a une accélération dans ce secteur-là, une accélération technologique? C'est-à-dire que la recherche et développement permet comme ça de faire des bons, des gains rapides d'une certaine façon? Alors il ne s'agit pas de bons, il s'agit de pas, mais de pas constants, de progression régulière. Absolument. Et on a passé les seuils il y a 2-3 ans. Donc aujourd'hui, chaque pas supplémentaire est une amélioration complémentaire. Et j'allais dire qu'à chaque petit pas de 5%, 10%, une nouvelle application bascule vers l'électrique. Alors c'est ce que j'allais vous dire, quand on a passé les seuils il y a 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne pouviez pas vous lancer, ça n'avait pas de sens économique, c'est ça, et qui s'ouvrent. Économique et en termes d'autonomie. Par exemple, le bus, il y a 5 ans, ne faisait pas une journée de service complet. Aujourd'hui, on fait plus que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la question, c'est de ne pas réussir à faire ça, mais de le faire moins cher. Donc, voilà l'étape à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Voilà comment le faire durer plus longtemps et apporter de la data, etc. etc. Le dernier seuil qui a été franchi, je ne sais pas, est-ce que c'est par exemple sur les machines agricoles? J'en sais rien, je réfléchis tout. C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le prochain seuil, c'est de faire basculer tout ce qui est véhicule de construction, une pelleteuse, une grue en centre urbain, de faire basculer un tracteur dans un domaine agricole vers l'électrique. Et là,
on est au moment de franchir le cap et tous ces fabricants de matériel dans le monde entier sont en train de se convertir. Un autre grand cap, il est important de le noter, et on ne l'imaginait pas il y a 5 ans, c'est le train. Aujourd'hui, tous les trains vont devenir des trains partiellement électriques, hybrides, à base de batterie, exclusivement de batterie, ou avec de la pile à combustible et batterie. Ça, c'est un nouveau grand démarrage pour la décennie à venir. Il y a aussi l'enjeu important, c'est la seconde vie des batteries. C'est un axe d'activité et de développement pour votre entreprise? Oui, tout à fait. Parce que quand vous faites une batterie pour un véhicule, l'usage est très exigeant. La fin de vie d'une batterie sur un véhicule n'est pas la fin de vie de la batterie. Si cette batterie, vous la retirez, par exemple, vous la mettez dans un bâtiment, pour éclairer un bâtiment, l'énergie que la batterie va vous apporter va être suffisante pour pas mal d'années. Donc ça, c'est la seconde vie. Vous rajoutez de la valeur à la batterie et donc vous réduisez les coûts et l'impact environnemental, bien sûr. Donc par exemple, une batterie de bus, vous dites, elle durerait 10 ans sur un bus et elle pourra durer 5 ans à 10 ans dans un usage autre, moins intensif, probablement stationnaire. Est-ce que les filières existent déjà de cette seconde vie de batterie ou est-ce qu'il faut finalement les inventer? Parce que voilà, il faut créer des habitudes, de nouvelles habitudes. Tout à fait, il faut les inventer. C'est-à-dire que d'abord, la première chose, c'est qu'une batterie qui va être mise sur un véhicule va durer 5-10 ans. Pour le moment, le marché vient de démarrer il y a 2-3 ans. Donc il va falloir attendre quelques années que le volume suffisant soit disponible. Mais ça démarre. Aujourd'hui, ça se teste, ça se prépare. Donc un certain nombre de démonstrateurs se mettent en place. On vient de signer des accords en Angleterre avec un acteur anglais important. On va prochainement le faire en France, de façon à ce que dans 5 ans, 10 ans, on puisse bâtir de nouveaux immeubles, des entreprises, avec des batteries de seconde vie. Par exemple, vous avez un accord avec la RATP, je crois Alors ça, c'est pour le transport. On n'a pas d'accord avec la RATP, mais aujourd'hui, on est le fournisseur d'Iveco Liège, qui est le principal fournisseur de la RATP. Et donc, l'essentiel des batteries que vous voyez dans les rues de Paris sont des batteries Forsee Power. Et donc, la question de leur seconde vie se pose. On n'a pas du tout parlé des scooters, et je voudrais en dire un mot, parce que ça, c'est un marché que vous avez décidé, dans lequel vous avez décidé de travailler. Pourquoi? Il y a plus longtemps déjà. En fait, nous sommes implantés en Asie, c'est-à-dire on est implanté en Chine, et aujourd'hui on est implanté en Inde, en Chine depuis près de 20 ans, et en Inde depuis exactement un an. On vient d'ouvrir une usine là-bas. L'Asie, c'est 90% du marché mondial du 2 roues et du 3 roues. Et le problème de pollution est beaucoup plus prégnant dans ces zones-là qu'ici en Europe. Et donc on s'est concentré sur ces zones-là pour développer des solutions d'électrification de scooters, mais également de 3 roues, vous savez, les tuk-tuk par exemple. Mais ceci se développe également maintenant vers la France, puisqu'en centre urbain, de plus en plus, vous avez des petits véhicules de livraison du dernier kilomètre, qui eux aussi vont de fait devenir électriques. Je reviens aux grosses machines, les bus ou les machines de chantier dont vous parliez. Votre technologie, elle rentre dans un bus neuf ou est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle le rétrofit? C'est-à-dire on peut transformer un bus thermique en bus électrique? Alors on peut le faire, simplement faire du rétrofit sur un bus qui était prévu pour durer 10-15 ans. Quand vous arrivez au bout de 10 ans, c'est le bus lui-même qui ne va pas tenir. Donc le rétrofit est un petit peu compliqué. En revanche, par exemple, sur du train qui est prévu pour 30 ans, aujourd'hui par exemple, nous allons faire le rétrofit des TER. Des TER, les trains régionaux, ces trains, nous allons les convertir en trains électriques. Pourquoi? Parce qu'ils durent 30 ans. Donc au bout de 10 ans, vous pouvez faire un rétrofit et vous avez un vrai avantage pour les 20 années à venir. Forsee Power est entré en bourse en novembre dernier, c'est ça? Pourquoi ce choix? Pour monter en puissance, augmenter votre capital? Oui, c'est vrai, exactement. C'est pour monter en puissance. Le marché se développe très vite. Nous développons très vite. Les années qui viennent vont montrer une forte croissance. En R&D, il faut investir énormément. Donc, on a besoin de moyens complémentaires. Et puis, on est en train de s'installer aux États-Unis. Donc, la prochaine étape, c'est de monter. Alors, on a une usine en Chine, en Inde, en France. La prochaine étape, c'est de monter cette année, en 2022, une usine aux États-Unis et d'attaquer le marché américain de façon plus forte, on va dire. Elle sera située où, cette usine? C'est un choix qui sera fait dans les prochaines semaines. C'est pas encore totalement acté. Comment vous voyez l'avenir, le développement de Forsee Power pour les 5 prochaines années? Très, très, très actif. Nous avons énormément de projets. C'est plus une question d'arbitrage aujourd'hui et de choix. En fait, on est dans un moment de basculement global de tous les moyens de transport vers des solutions décarbonées. Sur les 10-15 années à venir, l'ensemble des États a fait des choix de conversion. Donc, il faut saisir cette croissance tout en faisant des choix, ne pas tout faire. Mais enfin, les prochaines années sont plutôt intéressantes pour nous. Merci beaucoup. Merci Christophe Gürtner. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat un mois sans viande. Ça vous tente ?
Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités. Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de L214, de l'association L214. Clément Benoît, bonsoir, bonjour. Bonjour. C'est toujours le jour, cofondateur de Not So Dark, que vous présenterez dans un instant. On va parler de Veganuary, initiative qui est née en Angleterre et aux Pays-Bas, qui consiste à manger vegan pendant tout le mois de janvier. Ça a eu lieu dans plus de 200 pays en 2021. C'est quoi le principe, l'ampleur de ce mouvement, Brigitte Gauthier ? Je crois que c'est un mouvement, effectivement, qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on s'intéresse à notre façon de manger et à l'impact qu'on a par notre nourriture. Et donc, l'impact, il est multiple, et notamment en ce qui concerne la consommation de produits d'origine animale, la viande, le lait, les œufs, les poissons. Et donc, Veganuary, ça propose d'accompagner, de faire découvrir une alimentation qu'on ne connaît pas bien, où on peut avoir des a priori dessus. Et en fait, en se lançant dans le Veganuary, on se rend compte déjà qu'on mange vegan de temps en temps, sans y faire... par accident, on mange vegan, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, de montrer que c'est une alimentation qui peut être saine, équilibrée, bonne, délicieuse et nutritionnellement complète pour chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge ou notre façon de vivre, sportif, grand sportif ou au contraire assez sédentaire. Clément Benoît, c'est quoi Not So Dark en quelques mots, et puis pourquoi vous avez décidé de participer à Veganuary ? Not So Dark, c'est une start-up de la food tech qui a pour ambition de devenir le plus grand restaurant du monde sans opérer de cuisine. Vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ? C'est assez simple. En fait, on crée des marques virtuelles qui sont uniquement disponibles sur les plateformes de livraison, qu'on propose à des restaurateurs existants d'opérer dans les quelques mètres carrés qu'ils ont de disponibles dans leur cuisine. Pourquoi est-ce qu'on a accepté de participer à ce mouvement ? On a développé plusieurs marques dans le domaine du végétal. On pense que c'est l'avenir. Très sincèrement, on voit l'évolution du marché, de la consommation, et on se rend compte que c'est véritablement une trend qu'il faut qu'on adresse. On est convaincus, on a des équipes qui sont jeunes au bureau, qui sont véganes, qui consomment de plus en plus de véganes, et on est convaincus que utiliser Not So Dark, qui est une start-up en forte croissance et qui a la possibilité de diffuser le vegan a été une bonne initiative. Parce que vous avez des marques qui sont 100% végétales, c'est ça ? J'ai vu Végédal ou Vétacos. Exactement, et on en ouvre une troisième dans peu de temps qui s'appelle Pids, qui est une pizza. On a reproduit l'équivalent de la pizza, de Pizza Hut ou en vegan. D'accord. Mais vous cuisinez aussi des plats à base de viande. Enfin, il y a un peu de tout dans ce que vous proposez chez Not So Dark, c'est ça ? Nous, on développe beaucoup de marques. Enfin, c'est notre business de développer des marques fortes. Donc, on développe pas seulement des marques véganes, mais aujourd'hui, sur les 6 marques que nous avons chez Not So Dark, 3 sont véganes. Oui, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est la tendance, Brigitte Gauthier. La consommation de viande, elle baisse en France ? Petit à petit. C'est une très légère baisse, justement. Et regardez, 86 kilos par personne et par an en 2019, c'est passé à 84,5 oui, on peut pas l'année dire d'après. On a fait un super régime là. Enfin, oui, effectivement. Mais ça représente quand même pas mal de quantité quand on multiplie par le nombre d'habitants, quand même. Non, effectivement. Il faut voir cette tendance comme étant très positive. Mais on est en deçà des objectifs qu'il faudrait qu'on se fixe vis-à-vis des enjeux éthiques, vis-à-vis des animaux. On a quand même 8 animaux sur 10 qui sont abattus, qui viennent d'élevage intensif. On tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs en France. Donc c'est juste énorme la quantité de viande qu'on mange. On sait que cette consommation, elle a aussi un impact sur le climat. Gaz à effet de serre, bien sûr. Par exemple, manger végétal, c'est 6 fois plus efficace que manger local en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On ne le sait pas toujours. Donc effectivement, c'est une tendance qui doit s'accélérer, et elle peut s'accélérer seulement par la disponibilité des produits, justement, dans les restaurants, dans leurs commandes, dans leurs achats. Les personnes sont prêtes à changer en conscience. Elles ont pris conscience, les mentalités ont changé, sauf que dans la disponibilité des produits, souvent il y a... c'est cher, il n'y en a pas, les qualités sont très diverses et variées, il faut trouver ce qu'on aime. Donc et il y a vraiment un enjeu à rendre disponible, accessible,
montrer que c'est simple, que c'est bon. Et du coup, les initiatives comme des entreprises comme Not So Dark sont vraiment très intéressantes. Et Veganuary, là, on fait avec 70 entreprises. C'est vraiment une marque. Toutes de l'univers de la food, enfin de l'alimentation, j'imagine. On a des supermarchés comme Carrefour et Monoprix. On a effectivement les plateformes de livraison comme Deliveroo, Uber Eats. Et puis on a tout un tas de restaurants, de restaurateurs. Ça va des boulangeries Landmen, effectivement Végédal, Vétacos qui sont lancés dedans de façon à mettre en avant tout au long du mois de janvier, alors des fois des nouveautés, ou alors mettre en avant ce qui existe déjà, de façon à faciliter la découverte de ces options 100% végétales pour accompagner le changement, pour qu'enfin on soit accordé. Notre morale commune, c'est on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Et du coup, pour se mettre en harmonie avec ça, j'ai envie de dire, manger 100% végétal, c'est bien. Clément Benoît, vous parliez d'équilibre de l'alimentation. Est-ce que c'est un défi particulier à relever dans vos cuisines pour que des menus 100% végétaux soient équilibrés ? Alors, nous, on a décidé d'adresser la verticale végane en essayant de démocratiser le produit. Donc on n'est pas allé sur le high-end, sur des produits chers. On a essayé de reproduire les formules de fast-food qui fonctionnent, et qui ont fait leurs preuves, McDonald's, Burger King, etc. Et d'offrir un produit qui soit similaire en termes de qualité et en termes de prix. Et c'est pour ça que ça a fonctionné super bien. C'est-à-dire que ça s'adresse à des millions de personnes. La target est beaucoup plus importante. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer de remplir des objectifs d'équilibre quand même. Vous voulez dire d'équilibre alimentaire ? D'équilibre alimentaire, oui. De toute façon, les produits véganes, de manière générale, sont équilibrés. C'est-à-dire, oui, parce que c'est vous voyez venir avec ma question. Il y a une question sur les carences. Est-ce que quand on mange que vegan, il y a des carences alimentaires ? Est-ce que je veux dire besoin de compléments alimentaires ? Donc c'est ça ma question. Est-ce que vous intégrez cette dimension-là dans à la fois la démarche et les recettes pour la démarche ? Oui, pour la démarche 100% végétale, la plus grosse association de médecins, de professionnels de santé qui regroupe 100 000 professionnels de santé dit bien qu'on peut être vegan à tous les âges de la vie à partir du moment où on mange équilibré. Et en fait, les personnes qui se nourrissent de façon végane, vous avez toutes les tendances, comme pour les personnes qui se nourrissent avec de la viande. C'est-à-dire que vous en avez qui prennent grand soin de l'équilibre alimentaire qu'ils ont et du coup vont avoir une démarche souvent avec de la cuisine faite maison, etc. Et puis vous en avez qui sont plutôt junk food, etc. Et donc du coup, dans l'alimentation végane, vous avez aussi toutes les tendances de la food qui sont réunis. Après, je ne pense pas que la prétention de Végétal et de Vétacos, c'est de dire vous mangez tous les jours du Végétal ou du Vétacos. C'est pas le pari. L'enjeu, c'est de manger varié. Oui, mais l'enjeu pour la santé publique, de toute façon, c'est de manger varié. Donc, vous ne pouvez pas manger tous les jours dans le même restaurant. Est-ce que, avant de vous lancer dans ce mouvement, Clément Benoît, vous aviez vu au fur et à mesure la demande, la consommation de viande baisser dans les produits qu'on vous demandait Comment ça se passe ? On n'a pas vu la consommation de viande baisser dans les datas qu'on récupère de l'ensemble des commandes. Mais on a vu une trend augmenter, donc la trend végane. En fait, c'est pas la trend végane n'est pas venue empiéter sur la végane, c'est juste que ça continue à croître et à prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est que le début. En fait, c'est deux modes d'alimentation qui cohabitent. Oui, qui cohabitent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que la mission végane et la mission qu'on est au sein de Not So Dark, de déployer des marques véganes, soit de retirer la viande du marché à 100%. On n'est pas militant végane. On pousse cette trend parce qu'on pense qu'elle est intéressante, qu'elle a un impact et qu'il faut le faire. Mais on n'a pas pour ambition de faire arrêter les gens de commander de la viande. Est-ce que c'est votre ambition, Brigitte Gauthier ?
Notre ambition, c'est vraiment de laisser les animaux hors des assiettes. Donc effectivement, du côté de L214, on est plutôt convaincu que le monde du futur, alors peut-être pas, enfin certainement pas pour nos générations, mais peut-être un petit peu plus tard, considérera les animaux comme des cohabitants de notre planète et non pas comme des ressources à notre disposition comme on le fait aujourd'hui. Mais là, maintenant, tout l'enjeu et de démocratiser l'alimentation végétale. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une alimentation qui soit mise un petit peu à part, comme quelque chose d'un petit peu bizarre, montrer que c'est une alimentation qui est tout à fait normale et qui est délicieuse et tout simplement, voilà, lui offrir au moins, déjà aujourd'hui, l'opportunité de se faire connaître et de se faire reconnaître en tant qu'alimentation complète qu'on peut avoir. Parce que c'est souvent un frein aussi. Les gens disent « Ah bah oui, moi j'aimerais bien manger végétarien, manger 100% végétal, mais je ne sais pas comment faire. » Voilà, c'est montrer que c'est tout simple, que c'est très bon. Et on commence par un mois, et puis après, on verra bien. Et c'est vrai que L214 est connu pour ses vidéos chocs qui dénoncent les conditions d'élevage, la maltraitance animale. Là, on est plutôt dans du soft power, en quelque sorte, avec Veganuary, on a bien compris. Vous l'avez un peu évoqué, mais pourquoi, alors là, je suis sur l'axe environnemental, pourquoi on ne peut pas continuer sur notre modèle d'alimentation actuel, selon vous ? Notre modèle d'alimentation actuel, alors sur la question animale, je pense que ça fait pas débat, on voit bien. On a entendu vos arguments, mais sur la question environnementale. Sur la question environnementale, en fait, aujourd'hui, la production qu'on a, elle est tellement gargantuesque, y compris en France, que effectivement, il y a un sujet en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je l'ai dit. Le pire, c'est la viande rouge, le bœuf. Alors le pire, sur la question des gaz à effet de serre, c'est la viande de bœuf. Par contre, si on se déplace sur les algues vertes, là, on va plutôt être sur les élevages de cochons, par exemple. Et puis, si on pense aux émissions d'ammoniac, là, on va être un petit peu tout confondu par rapport à ça. Donc, sur les questions environnementales, c'est prégnant. Sur les questions sanitaires aussi, on est en pleine zoonose. Là, on voit bien, on a le coronavirus qui nous entrave dans nos activités. Or, les scientifiques nous alertent depuis des années que les élevages intensifs sont des bombes sanitaires. Donc là aussi, il y a un enjeu au minimum à réduire la consommation et la production de produits d'origine animale. Et ça, c'est finalement assez peu entendu. On a du greenwashing. Les prairies puits de carbone, ça, c'est aussi une opération de greenwashing. C'est-à-dire qu'on nous dit les prairies sont des puits de carbone. C'est faux aujourd'hui. Il n'y a plus que les grandes plaines de Russie qui sont puits de carbone. Même notre massif central ne l'est plus. Donc, on a vraiment un véritable enjeu. Là-dessus, on parle de la déforestation aussi. 65% de la déforestation de l'Amazonie, c'est des questions d'élevage. Donc, soit des bovins qui sont en feedlot, soit on fait pousser céréales et légumineuses. Et la France, c'est le premier importateur européen de soja du Brésil. Donc, on est pris là-dedans. Donc, voilà, la viande, ça a des conséquences sur l'environnement très importantes. Il y a un enjeu aujourd'hui d'urgence climatique et environnementale. Il faut y aller. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec Frédéric Villemard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Terravox. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui appartient à une association, c'est ça ? Oui, tout à fait. Terravox a été créé par l'association YGREN, qui est un mouvement d'éducation populaire qui mène des programmes pédagogiques sur l'environnement, la citoyenneté, le vivre ensemble, qui a été créé il y a 15 ans à Trappes. Et on a créé Terravox, du coup, fin 2017. Fin 2017. Votre métier, c'est la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets, c'est ça ? Alors, tout à fait. En fait, on a créé Terravox pour apporter une approche nouvelle de la mobilisation des publics. Oui. On a fait le constat avec YGREN qu'on peinait à mobiliser les gens sur les déchets, mais comme sur le climat en général. Et pourquoi on peine ? Parce que souvent on a une approche qui est trop centrée sur la responsabilité individuelle et qui est souvent avec des injonctions culpabilisantes. Oui. Et du coup, nous, en droite ligne de notre héritage de l'éducation populaire, on veut porter une approche qui est plus enthousiasmante, collective, et qui donne du pouvoir d'agir. D'accord. Et alors, ça passe par quoi ? Quels services, quelles actions vous proposez ? Alors, nous, concrètement, on accompagne les publics dans la durée pour les aider à transformer leurs déchets en ressources et pour faire des actions collectives en faveur du cadre de vie. On est convaincu que les déchets ne sont pas des nuisances, mais des biens communs qui peuvent nous aider à mieux vivre la ville.
Et du coup, on leur donne on les accompagne avec des outils et des méthodes pour transformer leurs déchets. Donc, on a un Fab Lab itinérant dédié au recyclage du plastique pour utiliser les ressources plastiques du quartier pour faire du mobilier urbain, par exemple. On a un composteur collectif, attractif et design pour traiter les déchets alimentaires. On a des ateliers de bricolage sur les encombrants. Et donc voilà, l'idée c'est de faire des réalisations collectives pour aussi créer du lien social. Ouais, donc ça veut dire que vos clients, ce sont des collectivités, ce sont des mairies par exemple, hein, c'est ça? Alors, ou pas seulement? Pas seulement, oui, on a plusieurs types de clients. Ouais. Nos projets ont l'avantage de justement mettre plusieurs acteurs autour de la table. En fait, comme on a un impact à la fois sur la collecte des déchets, mais aussi sur le lien social et bientôt sur l'emploi, on est capable de mettre autour de la table des collectivités locales qui ont la compétence collecte et traitement des déchets, mais aussi des bailleurs sociaux. On travaille beaucoup avec les bailleurs pour le lien social, avec les préfectures de la politique de la ville et bientôt avec les institutions liées à l'emploi. Alors pourquoi vous dites bientôt? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors aujourd'hui, on est notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que l'économie circulaire ne soit pas hors sol, mais soit vraiment une opportunité pour tous les publics. Et donc, on va travailler bientôt avec des territoires zéro chômeur pour justement voir comment les compétences circulaires et les pratiques circulaires peuvent améliorer l'employabilité et créer des emplois locaux qui servent le territoire. Donc votre objectif, c'est de mobiliser des citoyens. Est-ce qu'il y a une idée de communauté aussi avec TerraVox? Tout à fait. On porte plusieurs projets de communauté circulaire aujourd'hui. À Trappes, on lance un gros projet sur 3 ans cette année. On en a d'autres à Bagnolet, bientôt à Bondy. Et l'idée, effectivement, c'est de dire que les déchets sont des ressources qu'on peut mettre en commun et dans un objectif commun. Et donc, si on utilise ces déchets pour améliorer le cadre de vie, alors on peut faire communauté. Et l'idée de la communauté, c'est aussi de dire que les gens sont les mieux placés pour diffuser les bonnes pratiques autour d'eux. On imite bien que ceux qui nous touchent, ceux qu'on côtoie. Et donc, voilà, c'est important de trouver des ambassadeurs sur les territoires. Vous faites partie des lauréats du Circular Challenge qui est organisé par Citeo. On en reçoit quelques-uns là depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça représente pour vous, au-delà de la visibilité finalement? Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes lauréat de ce Circular Challenge. Alors pour nous, c'est essentiellement deux avantages. Enfin, le premier, c'est qu'on va pouvoir travailler avec Citeo sur la mesure d'impact, notamment sur la réduction de la production de déchets, l'amélioration du tri. Et ça, c'est hyper important pour renforcer notre modèle économique, pour inciter les collectivités locales à plus investir dans nos programmes. Et le deuxième, c'est l'essaimage. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en région Île-de-France, mais il y a d'autres collectivités locales, d'autres métropoles avec qui on pourrait faire des projets innovants en dehors de la région. Et Citeo les connaît bien. Donc j'espère qu'on va pouvoir mener des projets innovants avec eux. Il y a un peu de coaching aussi de la part de Citeo? Tout à fait. On a commencé le coaching déjà lors du bootcamp avant la finale. Et du coup, on va être accompagné à la fois sur le modèle économique, sur la mesure d'impact, aussi sur comment financer ces programmes d'innovation sociale avec des partenaires financiers potentiellement. Donc il y a beaucoup d'accompagnement et ça va être très chouette. Eh ben, c'est bien. Merci beaucoup Frédéric Villemard. Bon vent à TerraVox. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.